Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Regards croisés. Merci d'être avec nous. Voici le sommaire. L'image de la semaine, ces négociations États-Unis-Iran. Des négociations qui ont bien failli tomber à l'eau cette semaine. Ce sont les pays du Golfe qui ont convaincu Donald Trump de les maintenir. Qu'ont-ils à gagner au maintien du régime iranien? Nous poserons la question à nos experts. On s'intéressera également au rôle de la France dans la mise en place du régime iranien et peut-être même son maintien aujourd'hui. Front militaire, front diplomatique, front médiatique et front judiciaire. Après les mandats d'amener déposés contre 2 franco-israéliennes, Israël peut-il riposter aux attaques judiciaires? Les institutions judiciaires ont-elles un biais contre Israël? C'est notre grand angle de la semaine. Enfin, direction Milan, dans notre clin d'œil. En plus des huées, les athlètes israéliens ont été victimes de cambriolage. Passeports et objets de valeur ont été volés. Nous prendrons des nouvelles de l'équipe. Rendez-vous à la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Place tout de suite à l'image de la semaine. Et cette image, c'est évidemment ces négociations entre l'Iran et les États-Unis. Ces images que vous voyez, eh bien, c'est la délégation notamment iranienne représentée par le ministre iranien des Affaires étrangères. De l'autre, les Américains représentés encore une fois par Jared Kushner et Steve Witkoff. Des négociations qui devaient se tenir en Turquie et qui se sont finalement déroulées à Oman. Pour faire l'historique de ces négociations tumultueuses, Déborah Benayoun est avec nous depuis la salle de rédaction. Bonsoir Déborah. Alors on l'a suivi ensemble sur Act24 News. Déborah, les heures précédant ces négociations ont été un peu, comme on dit ici, le balagan. Effectivement, bonsoir Christopher. Clairement, ça a été assez chaotique parce que les images que vous avez montrées, eh bien, on a failli ne pas les avoir du tout. Ces négociations, elles ont failli ne pas avoir lieu complètement puisque 2 jours avant, eh bien, on annonçait qu'elles étaient sur le point d'être annulées. Et tout cela, c'est sur pression des pays arabes finalement que les choses se sont faites et que les négociations ont été maintenues. Alors, elles n'ont pas commencé à l'heure puisque la réunion était prévue à 8h heure israélienne, donc vendredi matin à Oman. Et finalement, la réunion a commencé plus d'1h30 plus tard. Donc, vous l'avez dit, 2 délégations. D'abord, la délégation américaine composée de Steve Witkoff et Jared Kushner. Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient. À noter également, c'est que l'amiral Brad Cooper, qui est le commandant du commandement central américain, lui aussi était présent, ce qui n'a d'ailleurs pas vraiment plu aux Iraniens. La délégation iranienne, elle, était composée du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ce sont des négociations, on le rappelle, qui étaient indirectes, puisque c'est le ministre omanais des Affaires étrangères qui a assuré la médiation entre les 2 délégations. Il passait donc d'une à l'autre. 2 séries de pourparlers. La première série a duré 1h30 et puis un peu plus tard dans la journée, donc en après-midi, une deuxième série de discussions. Alors, comment les 2 délégations ont-elles réagi suite à ces pourparlers, Déborah ? Alors, côté américain, Donald Trump a été interrogé vendredi soir sur ces pourparlers. Il a jugé les échanges, je cite, très bons. Il affirme que l'Iran semble vouloir conclure un accord et il a ajouté que d'autres discussions devraient avoir lieu cette semaine. Du côté iranien, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a été interrogé, qui a lui aussi évoqué, je cite, une atmosphère positive. Il a dit lui aussi que les négociations devraient se poursuivre cette semaine, mais que les modalités et le calendrier seraient décidés ultérieurement. Et surtout, il a ajouté que les discussions se concentreraient uniquement sur la question nucléaire et qu'aucun autre sujet ne serait abordé. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on le sait, les négociations ont failli ne pas se tenir justement à cause de ce point, à cause de ces sujets à l'ordre du jour. Les Américains voulaient impérativement discuter de plusieurs autres sujets, les missiles balistiques, le financement des proxys ou encore la répression des manifestations. Alors, on l'a vu, les deux délégations disent qu'il y aura a priori d'autres discussions cette semaine, mais on peut s'attendre évidemment à d'autres rebondissements, notamment dans les prochains jours. En attendant, les États-Unis, eux, continuent de déployer leur armada au Moyen-Orient, donc à suivre évidemment. En effet, merci beaucoup Déborah Benayoun en duplex avec nous de la salle de rédaction derrière moi. On va essayer un peu de comprendre les enjeux de cette situation iranienne, non pas pour Israël, on les connaît, on en parle régulièrement sur cette antenne, mais tentons de comprendre les enjeux pour les pays arabes de la région. Et pour cela, nous sommes en ligne avec Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir. Et Gil Mihaili, bonsoir, directeur de Conflits, revue de géopolitique bonsoir. Et de défense. Merci à tous les deux. Peut-être d'abord une question à Sébastien. Qui sont les alliés indéfectibles de l'Iran dans la région, ceux pour qui il n'y a aucune ombre au tableau ?
Bon, écoutez, vous avez compris que les relations internationales sont turbulentes et sont agitées depuis quelques mois, voire depuis quelques années. Donc, il y a des alliés in extenso en dehors de la région, évidemment, du Moyen-Orient qui restent totalement proches de l'Iran, que sont la Russie et la Chine, évidemment. Et en ce qui concerne la région même, je crois que un certain nombre de pays aspirent à la stabilité et éviter d'entrer dans un jeu de domino ou un nouveau chaos. Et donc, du coup, les pétromonarchies sont plutôt d'avis, en tout cas, de ne pas intervenir militairement. Après, il y a souvent une forme de double jeu. Vous savez très bien que sur la question du Hamas, par exemple, beaucoup ne voulaient pas évidemment que ça aille plus loin en ce qui concerne Gaza, et beaucoup de ces pétromonarchies, en réalité, avaient un intérêt aussi à ce que Israël débarrasse le terrain du Hamas. Donc l'Iran, de toute façon, globalement, aujourd'hui, est très isolé. Le fait qu'il n'ait pas souhaité que les négociations se passent en Turquie, mais à Oman, revient vers une forme de tradition de médiation qu'est Oman en acteur totalement neutre. Donc il n'est pas spécialement entouré, ou en tout cas soutenu. D'autres pays auraient pu évidemment jouer le rôle de médiateur, comme le fait traditionnellement le Qatar. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu l'Iran avec lui-même face aux Occidentaux pour sa survie, en tout cas dans un premier temps pour la question du nucléaire. Alors on va s'arrêter et je vais peut-être me tourner vers Gil sur l'Arabie saoudite. Riyad et Téhéran ont signé un accord en 2013, un accord économique et sécuritaire. Les deux pays n'avaient pas de très bonnes relations avant cela. Pourquoi cet accord ? Pourquoi ce changement à ce moment-là ? Alors, il faut se demander quel changement, parce que l'Arabie saoudite était pendant quelques années plutôt sur une ligne plutôt pour les accords d'Abraham, dont les champions ce sont les Émiratis, qui étaient leurs meilleurs amis de la région. Et après l'attaque israélienne à Doha, on a eu une autre son de cloche qui venait de Riyad. C'était beaucoup plus froid vis-à-vis d'Israël. On disait même que certains pensent que Israël pose un plus grand problème que l'Iran pour la péninsule arabique. Et là, il y a à peine 10 jours, le frère de MBS, donc Khaled, qui est ministre de la Défense, a dit à Washington, et il a fait tout pour que ce soit fuité. Il a rencontré des gens ont fuité pendant qu'on parle avec eux. Donc c'était très important que ça se sache, que si les États-Unis n'attaquent pas, c'est une victoire pour l'Iran. Donc c'est très difficile à dire quelle est la position, qu'est-ce qui se passe dans la tête de MBS en ce moment. On sait que probablement au moment où Trump parlait d'une attaque imminente contre l'Iran il y a 3 semaines, l'Arabie saoudite, comme les autres pays du Moyen-Orient, y compris Israël, était beaucoup plus réservée concernant le timing. Ils jugeaient que ni les Américains ni les pays de la région n'étaient pas prêts pour une telle attaque, et surtout pour ce qui va probablement suivre une telle attaque, c'est-à-dire la riposte iranienne. Tandis que sur le fond, c'est difficile à savoir, mais il paraît que les Américains sont en train de construire une coalition très large. Le fait que plusieurs pays disaient il y a une dizaine de jours que l'objectif n'est pas vraiment un changement de régime, mais un changement de politique. Ça veut dire que les Américains ont parlé avec eux, ils ont posé la question de jours d'après, les Américains ont donné des réponses qui semblaient satisfaisantes, donc on ne va pas pour un grand plan à l'Irak, mais pour quelque chose peut-être plus modeste qui va forcer les Iraniens d'être plus accommodants dans les négociations, voire peut-être des changements de tête. On peut parler d'une solution à la Venezuela. Donc tout cela montre que contrairement à la situation il y a 3 semaines, les Américains préparent non seulement des moyens militaires offensifs et défensifs, mais qu'ils négocient pour avoir l'enveloppe politique régionale, voire plus que ça, pour leur prochain manœuvre.
Alors, on va s'intéresser aussi aux Émirats, et pour ça, je vais peut-être me tourner vers vous, Sébastien, les Émirats arabes unis, signataires des accords d'Abraham. Est-ce que le pays joue un peu sur les deux tableaux, son amitié, entre guillemets, avec Israël, et aussi, d'un côté, un peu des liens avec le régime iranien, où les Émirats sont totalement côté israélien? Écoutez, encore une fois, ces histoires d'alliance, elles évoluent et les intérêts personnels des États, en tout cas l'intérêt majeur des États sont la priorité pour les Émirats comme pour les autres pays. Pour rebondir sur ce que vient de dire Gil d'ailleurs, la réconciliation, en tout cas qu'elle soit entre l'Arabie saoudite et l'Iran, comme la réconciliation qui a eu lieu entre le Qatar et les Émirats, sont globalement de façade. On sait très bien qu'il y a une rivalité qui reste extrêmement importante entre les Émirats et le Qatar, comme la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran est importante. Ne soyons pas de pudeur de gazelle, comme dirait l'autre. L'Arabie saoudite est bien contente que l'Iran soit largement affaibli avec ses proxys et que l'Arabie saoudite puisse être revenue en odeur de sainteté avec l'administration américaine et avec Donald Trump. Je rappelle quand même que le pauvre Mohamed Ben Salman avait été un peu mis de côté dans le placard par Joe Biden. Bon, maintenant, c'est le tour de Joe Biden, mais en tout cas, l'avait isolé après l'affaire Khashoggi et d'autres histoires pas très glorieuses. Et donc, du coup, le prince héritier s'était retrouvé un peu marginalisé sur la scène régionale. Aujourd'hui, il est redevenu quelque part comme le leader incontesté. Il compte bien quelque part prendre la première place du podium des puissances. Et dans la situation actuelle, les tensions croissantes entre les Émirats et l'Arabie saoudite sur la question du Yémen ont quelque part, avec les États-Unis, renforcé la position de Mohamed Ben Salman, qui évidemment n'est pas prêt pour la normalisation avec Israël tout de suite maintenant, et est bien content que l'Iran soit dans cette situation-là. Les Émirats arabes unis aujourd'hui ont réalisé ce coup de poker depuis bien longtemps avec les accords d'Abraham. Ils sont le premier partenaire le plus bankable de tous les pays signataires des accords d'Abraham et sont dans une situation aujourd'hui, ils ne sont pas prêts évidemment à mettre en cause les accords avec Jérusalem. Maintenant, il ne faut pas oublier évidemment que les Émirats ont des relations privilégiées et historiques avec l'Iran. Je rappelle quand même qu'au moment de la crise du Golfe en 2017, Dubaï s'était vu défaussé d'une grande partie de ses Iraniens de Dubaï. Je rappelle quand même que le business économique de Dubaï tient en grande partie par les Iraniens et que les Émirats ne sont pas prêts non plus à se fâcher avec l'Iran. De toute façon, tout petit pays n'a pas d'intérêt à se fâcher avec de grands géants de la région. Donc je dirais que pour l'instant, le grand géant, c'est plutôt Israël plutôt que l'Iran, mais il peut y avoir évidemment des conséquences régionales majeures. En tout cas, les Émirats, je pense, se tiendront derrière Israël. On l'espère. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés ou tenté de nous avoir éclairés en tout cas sur cette situation. Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient, et Gil Michaeli, directeur de Conflit, la revue de géopolitique et de défense. Merci d'avoir été avec nous. On va s'intéresser à présent au rôle de la France sur ce dossier iranien. C'est l'œil de l'expert. Et pour parler du rôle et de l'implication de la France dans la naissance et le maintien du régime des Mollahs, nous sommes en ligne avec Emmanuel Razavi, grand reporter et co-auteur de La pieuvre de Téhéran. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va se replonger dans les années 70, Emmanuel. On se souvient tous de cette image de Khomeini descendant d'un avion Air France à Téhéran. Je vous propose d'écouter l'annonce en français faite par son porte-parole. C'était en 1979 en région parisienne. On l'écoute et on en parle juste après. Le départ de l'Ayatollah, ce sera ce soir entre 23h et 1h du matin à Téhéran. L'Air France vient confirmer que le vol est prêt, qu'on part à cette heure-là. Il y a un problème assez énorme, que le nombre de gens que nous pouvons avoir dans l'avion sont réduits. Nous avons essayé le maximum de réduire le nombre des Iraniens qui parlent avec l'Ayatollah. Ce ne sera pas plus que 20. Mais donne la place à nos amis journalistes dans le monde entier, en priorité ceux qui couvrent les informations d'abord ici. Voilà, nos amis journalistes à la fin des années 70. Un hommage a d'ailleurs été rendu récemment dans cette ville. Emmanuel Razavi, rappelez-nous le contexte de cet accueil en France et de ce départ depuis la France vers Téhéran.
Eh bien, il faut retourner en fait au contexte de l'année d'abord 1978, en octobre 1978. L'ayatollah Khomeini vient s'exiler en France, dans la région parisienne, à Nofles-le-Château, pour être précis. Et il va recevoir dans sa résidence de Nofles-le-Château tout ce que Paris compte d'intellectuels, je dirais de gauche radicale, de journalistes, auxquels il va diffuser un discours rassurant sur la démocratie, sur les droits des femmes, à tel point en fait que, je dirais, ces journalistes, ces intellectuels vont l'encenser et vont contribuer d'une certaine manière à façonner en fait l'opinion publique en faveur de l'ayatollah Khomeini. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il va jouir en fait d'une aura internationale assez importante, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, Khomeini. Vous avez plein de gens en Iran qui n'avaient jamais entendu parler de lui jusqu'à cette période. Il va faire la couverture de grands magazines internationaux. En fait, son succès va être tel qu'il va réussir à distance à faire vaciller le régime du Shah d'Iran, lequel va être contraint en fait de s'exiler pour éviter des bains de sang, parce que évidemment, à l'appel de Khomeini, il y a des manifestations un peu partout en Iran, certaines parfois étant assez violentes. Voilà. Et Khomeini va se retrouver, comment dire, avec un avion d'Air France mis à sa disposition pour rentrer donc en Iran. Mais attention, sous l'œil en fait des caméras, des journalistes, des photographes. Les images font le tour du monde. On a l'impression, si vous voulez, de voir, j'allais dire presque une rockstar en fait, rentrer chez lui. Certains le compareront, comme le philosophe Michel Foucault, à Gandhi. On en est très loin. Dans les faits, Khomeini va faire massacrer des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de gens. Alors restons sur le rôle de la presse. Parlons d'une forme de naïveté à l'époque de cette presse française, notamment la presse de gauche. Est-ce que cette naïveté de l'époque explique à minima le retard que la presse a pris aujourd'hui à couvrir ces événements? Beaucoup ont reproché aux médias français notamment de ne pas assez couvrir cette révolte. Il y a une réalité dans le fait qu'en 1978-79, la presse française, et pour une partie d'entre elles, pas toute la presse, mais une partie d'entre elles est soutenue, en fait, l'ayatollah Khomeini. C'est Khomeini, si vous voulez, il avait beau communiquer aussi sur, comment dire, son combat en faveur du soutien à la cause palestinienne. Et donc, ce palestinisme qui a été instrumentalisé par Téhéran dès lors qu'il a pris le pouvoir, comment dire, à l'hiver 1979, a continué en fait d'être animé jusqu'à aujourd'hui, à tel point que, comment dire, des personnalités qui ont pu soutenir, si vous voulez, le FPLP à Gaza ou le Hamas, ou les qualifier en fait de mouvement de résistance, se retrouvent très embêtés à soutenir des manifestants qui vont contre Khomeini, puisqu'ils ont soutenu, si vous voulez, les monstres financés par la République islamique d'Iran en fait à Gaza. Et donc, ils ont beaucoup de mal, si vous voulez, à les soutenir en fait des gens qui luttent pour la démocratie en Iran et qui veulent faire tomber en fait ce régime des mollahs, qui est un soutien en fait de la cause palestinienne, en tout cas d'organisations terroristes palestiniennes comme le FPLP en fait et le Hamas. En fait, il y a une chose qu'on ne pardonne pas en fait aujourd'hui aux Iraniens qui manifestent en faveur de la démocratie, de la liberté en fait en Iran. C'est qu'ils veulent abattre l'islam politique. Soyons clairs, c'est l'islam des frères musulmans. Le régime iranien, il s'est bâti sur le modèle d'un islam frériste. Ça, c'est la première chose. Il n'y a qu'à voir le conseil de la guidance iranien. Il est quasiment la réplique, si vous voulez, du conseil de la guidance des frères musulmans. Et un deuxième point, c'est que les Iraniens, je ne parle pas du régime iranien, je parle de la population iranienne, elle est très attachée avec, comment dire, le peuple, elle est très attachée au peuple juif. Elle considère en fait que les Perses, les Iraniens et les Juifs, si vous voulez, entretiennent depuis 2500 ans, un peu plus, une relation biblique, très clairement. Et donc, en général, ils sont plutôt favorables à une relation très pacifique avec Israël. Vous avez des jeunes Iraniens, moi, que j'ai interviewés, qui me disaient on espère que nous serons la deuxième démocratie au Moyen-Orient, une fois que le régime des mollahs sera tombé, après Israël. Ça en dit long. Et aujourd'hui, je pense que ça, on ne le leur pardonne pas, très clairement. Alors, à l'époque, le président était un certain Valéry Giscard d'Estaing, le président de la France. Quelle était sa position sur la présence d'un homme comme Khomeini sur le territoire français? Alors, en 1978, quand Khomeini, si vous voulez, vient s'installer dans la région parisienne, à Nofles-le-Château, la position en fait de Valéry Giscard d'Estaing est très ambiguë.
D'abord, Khomeini, il arrive. La France est un pays en fait où un ressortissant en fait iranien n'a pas besoin de visa en fait pour rentrer. Donc la légende urbaine fait croire qu'en fait il arrive sans que personne ne soit au courant. C'est peut-être pour partie en tout cas vrai. Ce qui est sûr, c'est que Giscard d'Estaing quand même il va proposer, comment dire, au Shah d'Iran à l'époque, hein, de le faire expulser. Et le Shah d'Iran ne donnera pas suite en fait à cette proposition de Giscard d'Estaing. Certains témoins de l'époque disent même que Giscard d'Estaing aurait proposé au Shah d'Iran de faire assassiner Khomeini. Ce n'est pas tellement confirmé par les proches du Shah, moi que j'ai pu interviewer, mais en tout cas, il n'y aura pas d'expulsion. Et à partir de là, Giscard d'Estaing va se dire, tant pis pour le Shah, quoi, hein, clairement. Il y a une opinion aujourd'hui, de toute façon, qui est plutôt favorable au renversement en fait, du Shah et favorable en fait au retour de Khomeini en Iran, alors qu'il est très peu connu en Iran. Il faut comprendre que les gens qui manifestent en Iran, c'est notamment en fait dans les très très grandes villes. Alors il y a sans doute des centaines de milliers, peut-être des millions en fait de manifestants, mais pas dans des proportions, si vous voulez, telles que le régime du Shah était au point de basculer du jour au lendemain. Et pourtant, le Shah, par peur, si vous voulez, d'un conflit sanglant, d'une guerre civile, tout simplement, décide de partir et de laisser en fait la voie libre au retour en fait de Khomeini. Mais encore une fois, la France, elle a eu un vrai rôle ambigu. Puis à partir du moment où le Shah en fait a quitté de toute façon l'Iran, très clairement, la France, elle suivait quand même les Américains. Il y a 4 pays qui ont joué un rôle important. Ce sont les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Voilà. À un moment donné, il a été décidé que ces 4 États reconnaîtraient, si vous voulez, la République islamique d'Iran et donc l'ayatollah Khomeini. La messe, à ce moment-là, si je puis dire, était dite. Y a-t-il une forme d'héritage de l'ambiguïté de l'époque aujourd'hui, quand on voit que la France a longtemps bloqué l'inscription des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes? Il faut bien avoir à l'esprit que la France est l'un des pays qui a bloqué effectivement l'inscription sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne du corps des gardiens de la révolution islamique. Le corps des gardiens de la révolution, c'est le bras idéologique et le bras armé du régime. C'est cette milice qui a produit autant de massacres ces dernières semaines en Iran. On parle de dizaines de milliers d'Iraniens en fait qui sont tués. Et je vous dirais qu'il y a une espèce de constance depuis 1978, depuis début 79, de la France vis-à-vis de la République islamique d'Iran, si vous voulez, et vis-à-vis de Khomeini et vis-à-vis de la République islamique d'Iran. À savoir que dès 1979, on a fait en sorte de s'entendre, si vous voulez, de trouver des compromis, pour ne pas dire des compromissions, avec la République islamique d'Iran. Alors, souvent par peur de la menace terroriste iranienne sur notre sol, qui paraît quand même extrêmement aberrant. C'est-à-dire que la France a soutenu quand même Khomeini. Je rappelle qu'il est rentré à bord d'un avion Air France quand même en Iran. Et en même temps, les Iraniens nous menaçaient en fait de tous les maux. D'ailleurs, ils l'ont fait. Il y a eu des tas d'attentats terroristes sur le territoire français dans les années 80. L'Iran était derrière. Il y a eu l'attentat du Drakkar qui a tué une cinquantaine de nos soldats en 1983 en fait à Beyrouth, au Liban. Là encore, l'Iran, en fait, la République islamique d'Iran était derrière cet attentat. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de peur panique accompagnée finalement de petits arrangements, parce qu'on a fait aussi des affaires avec la République islamique d'Iran. En tout cas, regardez dans la période qui a suivi le JCPOA, les accords sur le nucléaire iranien, les entreprises françaises sont retournées là-bas, elles sont reparties en 2018 quand Trump est sorti, si vous voulez, a rendu ces accords en fait caducs. Mais si vous voulez, il y a eu des petits arrangements avec en même temps, comment dire, la peur du terrorisme qu'il fallait éviter à tout prix. Il y a une dernière chose qu'il faut avoir à l'esprit. Les lobbies de la République islamique d'Iran au sein de l'Union européenne sont très importants. Les lobbies de la République islamique d'Iran à Paris sont extrêmement importants. Ils transitent généralement via l'ambassade de la République islamique d'Iran. J'ai un cas très précis. L'ambassadeur actuel de la République islamique d'Iran à Paris, il a appartenu au corps des gardiens de la Révolution. Il travaille aujourd'hui très près avec les gardiens de la Révolution. Il a même été, je dirais, un facilitateur des opérations de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution il y a quelques années en Afrique. Et pourtant, on le laisse tranquillement. Alors, je sais qu'il bénéficie du statut de diplomatique, mais quand même, il est supposé être en lien avec une organisation classée terroriste aujourd'hui. Vous voyez, donc on s'arrange toujours en fait avec l'Iran, malgré ce que l'on fait. Les actes ne sont pas toujours joints, je dirais, à la parole. Dernière question, y a-t-il un lien entre cette attitude et ce que vous révéliez au début des manifestations, ces demandes de visa déposées par plusieurs dignitaires iraniens en France ?
les dignitaires iraniens qui ont demandé récemment en fait des visas, qui ont tenté d'obtenir des visas en fait pour la France, si vous voulez, ils considèrent, pardonnez-moi l'expression, mais que la République française c'est open bar. Leurs femmes, leurs enfants viennent faire du tourisme, du shopping à Paris, parfois sur la Côte d'Azur aussi, depuis des années. Ils ont acheté via des intermédiaires des terrains dans la région parisienne ou sur la Côte d'Azur. Enfin, c'est un secret de polichinelle. Je pense que tous les Iraniens de la diaspora ou presque le savent. Et donc, ils s'imaginent que, si vous voulez, malgré les crimes commis, malgré leur complicité, si vous voulez, au sein d'un régime qui commet des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, que la France va les accueillir. Voilà. Alors, ça n'a pas été tout à fait le cas, à ma connaissance. Ils n'ont pas obtenu en fait leur visa. Évidemment, parce qu'il était absolument indigne et impossible d'imaginer que de tels personnages allaient venir en toute tranquillité s'installer en France. Merci Emmanuel Razavi, grand reporter et co-auteur de La pieuvre de Téhéran. À suivre sur Actu24 News, la deuxième partie de Regard croisé, on s'intéressera à un autre front de la guerre menée contre Israël, le front juridique. Israël en fait-il assez pour se défendre dans les tribunaux ou pour attaquer également ceux qui louent les massacres du Hamas? C'est la question que nous poserons dans notre grand angle de la semaine. Restez avec nous, on revient dans moins de 5 minutes en direct sur Actu24 News. À tout de suite. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulances, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire? On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar.
Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en image. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News. Rebonsoir ou bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News. Deuxième partie de Regard croisé, notre grand angle cette semaine consacré à un autre front de la guerre. Après le front militaire, le front diplomatique ou le front médiatique, parlons du front judiciaire, une bataille sur laquelle Israël semble avoir une longueur de retard. Retour sur plus de 2 ans de guerre judiciaire contre Jérusalem, un sujet réalisé par Déborah Benayoun et Michal Navos. C'est notre grand angle de ce soir. Le 29 décembre 2023, soit moins de 3 mois après les massacres du 7 octobre, l'Afrique du Sud dépose une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Pretoria affirme que les actions d'Israël dans la bande de Gaza violent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens, et que par son comportement à l'égard des Palestiniens de Gaza, Israël manque aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre le génocide. Pour justifier ces allégations, l'Afrique du Sud soumet un document détaillé de près de 5000 pages en octobre 2024, dans lequel elle cite le supposé meurtre massif de civils, les déplacements forcés et la destruction délibérée des conditions de vie nécessaires à la survie. En outre, Pretoria s'appuie sur des déclarations de hauts responsables israéliens qu'elle interprète comme une incitation directe au génocide ou une preuve d'intention délibérée. La procédure semble inspirer d'autres pays. En mars 2025, 14 pays avaient annoncé leur intention de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud. Parmi eux, la Belgique, l'Irlande, l'Espagne ou encore la Turquie. Autant d'États qui ne cachent pas leur hostilité à Israël. Alors la justice est-elle devenue un nouveau terrain de délégitimation d'Israël ? En tout cas, cette plainte a donné lieu à des injonctions de la CIJ en janvier et mai 2024, demandant à Israël de prévenir les actes de génocide et d'arrêter son offensive sur Rafah. Elle a également renforcé la pression juridique et diplomatique pour restreindre, voire suspendre les ventes d'armes à Israël. Plusieurs pays comme le Canada, l'Espagne et les Pays-Bas avaient pris cette décision en 2024. C'est cette même année que des mandats d'arrêt avaient été émis contre Benyamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant par la Cour pénale internationale dans le cadre d'une enquête ouverte par le procureur de la CPI sur ce qui est intitulé « La situation dans l'État de Palestine ». Les mandats d'arrêt incriminent les 2 hommes pour la commission de supposés crimes de guerre entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024. Le communiqué affirme qu'ils auraient sciemment privé la population civile de Gaza de nourriture, d'eau, de médicaments, de carburant et d'électricité, en entravant ou limitant l'aide humanitaire. Israël, de son côté, a rapidement rejeté les accusations qualifiées de mensongères et a estimé que les juges étaient animés par une haine antisémite à son égard. Jérusalem conteste également la compétence de la Cour, arguant que la Palestine ne remplit pas les critères d'un État souverain pour ratifier le statut de Rome. La décision de la CPI a fait l'objet de critiques acerbes, aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Les États-Unis comme l'Argentine ont dénoncé les mandats d'arrêt, d'autant que le procureur de la Cour de La Haye avait également sollicité des mandats contre plusieurs membres du Hamas. Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique, Yehia Sinwar, chef de l'organisation dans la bande de Gaza, et Mohamed Def, chef militaire du Hamas. Pour beaucoup, une telle simultanéité donnait le sentiment de mettre sur le même plan des dirigeants élus d'une démocratie avec les chefs d'une organisation terroriste. Et ces procédures engagées au plus haut niveau international contre Israël donnent un argument supplémentaire aux ONG pro-palestiniennes qui cherchent la délégitimation d'Israël. Certaines ont même été créées pendant la guerre à Gaza. La fondation INRAJAB, lancée en septembre 2024, dit se concentrer sur la recherche, la documentation et la collecte de preuves sur les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme. Elle se présente comme un groupe de défense juridique légitime qui demande des comptes aux forces israéliennes pour des crimes de guerre présumés.
L'organisation, basée en Belgique, recueille et diffuse activement des informations sur les soldats de l'armée israélienne vivant à l'étranger, dans le but de les soumettre à des poursuites judiciaires. À titre d'exemple, en janvier dernier, l'association a annoncé son intention de porter plainte au pénal contre l'ancien soldat et humoriste israélien Guy Hochmann en raison de ses activités et de ses déclarations publiques liées à la guerre à Gaza. Avant son arrivée au Canada, In Rajab a même adressé une demande urgente aux autorités frontalières canadiennes de l'aéroport de Toronto afin qu'elles lui refusent l'entrée sur le territoire. En octobre 2024, l'ONG NGO Monitor a révélé que les 2 fondateurs de cette organisation sont connus pour leur soutien au terrorisme et à l'antisémitisme. Le président, Diab Abu Jaja, est un ancien militant du Hezbollah. Il a même célébré les attentats du 11 septembre comme une douce vengeance. Quant à Karim Hassoun, cofondateur et secrétaire de la fondation, il a défendu publiquement le Hamas et l'a même condamné pour ne pas avoir pris davantage d'otages le 7 octobre 2023. Tous 2 ont occupé des postes de direction au sein de la Ligue arabe européenne, une organisation condamnée pour avoir diffusé des documents niant la Shoah. De son côté, Amnesty International, autre ONG très engagée sur Gaza, a utilisé les procédures contre Israël comme un levier stratégique pour amplifier ses propres enquêtes et ses appels à la justice internationale. L'organisation a notamment souligné que les plaintes déposées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice s'appuyaient en partie sur les preuves de crimes de guerre et d'apartheid qu'elle avait elle-même documentées. Et en décembre 2024, elle a publié un rapport de 300 pages concluant qu'Israël commettait un génocide à Gaza. Elle a explicitement appelé le procureur de la Cour pénale internationale à intégrer ce crime dans ses enquêtes en cours. Dernièrement, une décision judiciaire prise en France a suscité la controverse. Des juges d'instruction français ont émis des mandats d'amener contre 2 franco-israéliennes soupçonnées d'avoir entravé l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza durant la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Les juges ont estimé que des actions civiles de blocage de convois humanitaires pourraient relever du champ du droit pénal international. La plainte initiale avait été déposée l'année dernière par plusieurs organisations pro-palestiniennes. Reste à savoir désormais si cette tendance risque encore de s'amplifier à l'avenir. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Sarah Sialom depuis nos studios à Paris. Bonsoir, avocate, et Emmanuel Altit, avocat intervenant à la Cour pénale internationale. Merci d'être en direct avec nous ce soir sur A24 News. Sarah Sialom, que s'est-il passé depuis l'émission de ces mandats des cours internationales contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant? Est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce qu'il faut prévoir une suite? Il y a eu plusieurs épisodes judiciaires, notamment où Israël a émis plusieurs observations concernant la compétence de la Cour. Sans rentrer dans les détails techniques, ce qu'Israël estimait notamment, c'est que la Cour aurait dû laisser l'opportunité à Israël de mener elle-même ses enquêtes. Le principe de la Cour pénale internationale est celui de la subsidiarité, c'est-à-dire que la CPI, donc Cour pénale internationale, n'a pas vocation à supplanter les juridictions nationales, mais bien à agir en cas de défaillance. Et notamment, ce que doit faire la Cour, c'est notifier ses enquêtes auprès de ces États pour leur permettre de faire ces investigations. C'est notamment ce qui s'est passé pour le cas du Venezuela. Ce qu'Israël soulevait, c'était qu'une telle notification n'avait pas été faite et qu'il y avait un souci qui se posait au niveau de ces mandats concernant le principe de subsidiarité. Par principe, il pourrait y avoir des suites, mais pour qu'il y ait un jugement, une audience à proprement parler, cela suppose l'arrestation des personnes visées par les mandats, et donc en l'espèce de Yoav Gallant et de Benjamin Netanyahou. Emmanuel Altit, on disait en introduction qu'Israël avait une longueur de retard sur le front judiciaire. Est-ce une réalité, selon vous? Et si Israël a en effet une longueur de retard, est-ce que ce retard est rattrapable? Alors, c'est une réalité, réalité évidente. Israël n'a pas une longueur de retard, Israël a 10 longueurs de retard sur le front judiciaire. Le front judiciaire, c'est un front particulièrement important parce que c'est devant un tribunal que se joue la légitimation ou la délégitimation, la légitimation ou la délégitimation d'un État. Et donc, il s'agit évidemment de saisir toutes les occasions pour pouvoir donner à un juge, quel qu'il soit, l'occasion de se prononcer. C'est pourquoi vous voyez tout le temps et partout dans le monde, des plaintes, des procédures engagées contre, par exemple, des binationaux, par des soutiens à Israël. C'est une offensive générale.
sur le front judiciaire. Et le front judiciaire, parce qu'il s'agit de délégitimation, est un front aussi important que le front militaire ou que le front diplomatique. Israël, peut-on dire, n'est pas vraiment présent sur ce front, alors que vous le voyez, vous le constatez tous les jours, les adversaires d'Israël, eux, sont présents. C'est la réalité moderne. Le droit est une arme essentielle à la guerre, disons-le comme cela, et c'est vrai dans beaucoup d'affaires. Que peut faire Israël concrètement? Je vais toujours me tourner vers vous, Emmanuel, sur ce front judiciaire. Est-ce qu'elle doit, par des associations, des ambassadeurs, attaquer ceux qui légitiment les massacres du Hamas, ceux qui ont des accusations diffamatoires contre Israël? Qu'est-ce que concrètement un État peut faire dans ces pays et sur l'échelon international? Alors, la question est évidemment difficile. Ce que vous devez voir, c'est qu'une offensive, ça se prépare, ça s'organise et c'est mené par toutes sortes d'acteurs. Vous avez des associations, des organisations, et je ne dis rien, je veux dire, il y a une logique aux choses, et chacun voit midi à sa porte. Mais si l'on veut arriver à ses fins aujourd'hui, dans notre monde, alors on doit aussi s'intéresser au front judiciaire. Alors, on le fait exactement comme on mène une offensive militaire, c'est la même chose, ou diplomatique, c'est la même chose. Cela demande des moyens, des capacités, des ressources humaines, ça demande de constituer des cas, c'est-à-dire de constituer des dossiers contre des individus ou des organisations. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent. Voilà. D'où vient cette énergie, ce temps, cet argent, ces ressources humaines? Ça peut venir de partout. C'est question de mobilisation. Est-ce qu'un État peut mobiliser? Probablement. Est-ce que ça suffit? Certainement pas. Sarah, je vais me tourner vers vous. On s'arrête sur la France. Est-ce que la France a aussi un problème judiciaire, contre Israël? La justice délivre très facilement des mandats d'amener, par exemple, encore récemment, contre 2 franco-israéliennes, mais rien contre celles et ceux qui, soit légitimes, justifient ou minimisent les massacres perpétrés par le Hamas. Et 2, la justice française ne voit quasiment jamais l'antisémitisme quand il est pourtant bien présent. On l'a vu encore dans le cas de l'affaire Hadjadj. Alors, pour répondre à vos questions qui sont diverses, pour répondre par la dernière, peut-être aujourd'hui, la difficulté pour les juges français, c'est d'appréhender les nouvelles formes, mais d'antisémitisme. C'est-à-dire aujourd'hui que l'antisémitisme ne va plus s'exprimer comme ça pouvait l'être auparavant, et qu'aujourd'hui, l'antisionisme est une nouvelle forme d'antisémitisme, et qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'exprimer sa haine envers les Juifs d'une manière détournée. Et il est très important que les magistrats aujourd'hui comprennent ces mouvements, mais j'ai bon espoir que la justice française s'adapte à ces évolutions pour pouvoir pleinement réaliser son office. Du reste, concernant l'instruction que vous avez évoquée, il y a un pôle crime contre l'humanité en France, donc, qui est composé de magistrats spécialisés sur ces questions. Et je rejoins les observations qui sont faites par mon confrère. Il y a des associations qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens dans ces plaintes. Il faut savoir que en France, lorsque vous déposez une plainte et que vous n'avez pas de suite, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile, qui va automatiquement saisir un juge d'instruction, ce qui donc ne suppose rien sur sur la solidité sur le fond. Concernant ces 2 franco-israéliennes qui font l'objet d'un mandat d'amener, je pense déjà qu'il est très important de préciser qu'un mandat d'amener ne vaut pas mise en examen. Il y a effectivement une information judiciaire qui a été ouverte pour complicité de génocide. On pourra revenir notamment sur la question de la pertinence de la qualification, mais en l'état, elles ne sont pas mises en examen. On peut se douter que c'est peut-être le but du mandat d'amener, mais il est très important de comprendre qu'à ce stade des investigations, les juges d'instruction n'ont eu que comme récit celui de la plainte, et qu'il est aussi important qu'une autre peut-être vision des choses soit amenée au juge d'instruction, qui pourra très bien décider de ne pas instruire sur ce dossier, en tout cas sous ces qualificatifs.
Peut-être, Emmanuel Altit, une dernière question sur ce sujet des élections qui arrivent en Israël à la fin de l'année. Est-ce que ça changera quoi que ce soit, notamment mandat d'arrêt visant Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant, ou alors, quels que soient les résultats, il y aura toujours ces mandats d'arrêt? Alors, je ne vois pas du tout en quoi ça changerait la donne. La question n'est pas ce que font les Israéliens. La question est ce que fait, si votre question concerne plus particulièrement les mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale, ça concerne le bureau du procureur à la Cour pénale internationale. Il est possible qu'il y ait une certaine inflexion de l'action du procureur dans ce dossier. Ce n'est pas sûr. Il y a de nombreux facteurs en jeu. Il y a un environnement évolutif très important. La Cour pénale internationale est en train de se reconstituer d'une certaine manière, de se reconstruire. En tout cas, c'est vrai du bureau du procureur. Ce qui se passera en Israël ne changera strictement rien. Restez avec nous, on va évoquer un autre sujet qui est toujours un petit peu lié à ce front judiciaire. J'aimerais votre avis sur ce différentiel à l'ONU dont on parle régulièrement entre les décisions prises contre Israël et contre le reste du monde. Il y a une ONG qui répertorie ce 2 poids 2 mesures, c'est UN Watch. Entre 2015 et 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 173 résolutions contre Israël, contre seulement 80, soit moitié moins, contre d'autres pays dans le monde. Depuis 2006, le Conseil des droits de l'homme a adopté 112 résolutions contre Israël, 56 contre la Syrie, 16 contre l'Iran, 11 contre la Russie. Inutile évidemment de rappeler la situation en Syrie entre 2006 et aujourd'hui, même l'Iran et ce que fait la Russie en Ukraine. Sarah Shalom, à qui la faute de ce 2 poids 2 mesures à l'ONU? Il est important de prendre les Nations Unies pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un organe politique. Les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies n'est pas un temple du droit international. À l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez des délégations d'États qui viennent représenter les intérêts de ces États. Et c'est très important de comprendre cette institution pour ce qu'elle est. Vous savez, le plus gros groupe de votants aux Nations Unies, c'est l'Organisation de coopération islamique. C'est environ une 60aine d'États qui a un positionnement ouvertement, à minima pro-palestinien, mais on peut dire anti-israélien. Donc lorsqu'on a cette donnée en tête, lorsqu'on comprend ce qu'est l'Assemblée générale des Nations unies, on comprend que les résolutions qui sont votées ne sont pas forcément représentatives de l'intensité ou de l'intégralité des conflits ou des situations humanitaires dramatiques que vous pouvez avoir dans le monde. Concernant le Conseil des droits de l'homme, c'est très important de noter qu'il y a un point permanent qui s'appelle le point numéro 7, qui est relatif à Israël. C'est-à-dire que depuis que le Conseil des droits de l'homme a été créé, en tout cas qu'il a été remanié, il y a un point permanent qui est dédié à Israël. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Conseil des droits de l'homme va se réunir, la situation en Israël sera quotidiennement évoquée. Et on n'a vu aucun équivalent. Vous évoquiez la Syrie, lorsque la guerre civile syrienne battait son plein avec les charniers que nous découvrions ou l'émergence de l'État islamique, il n'y a pas eu de tel équivalent, pas plus que lorsque les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul. Et donc, il est vrai, il y a une asymétrie dans ce traitement au Conseil des droits de l'homme qui s'explique par ce point numéro 7 qui n'est pas prêt d'être enlevé à l'ordre du jour, malheureusement. Emmanuel Altit, est-ce qu'Israël peut faire quoi que ce soit pour changer cet organe politique qu'est l'ONU aujourd'hui? Israël on ne pourra jamais... Ah, pardon. Allez-y, pardon. On ne pourra jamais changer la nature des Nations Unies parce qu'elles n'ont pas vocation à être autre chose que cela. C'est un organe politique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut absolument jeter bébé avec l'eau du bain. Les Nations Unies ont leur rôle, ont leur importance, mais il faut en être conscient, c'est-à-dire qu'il y a une bataille politique à mener au niveau des Nations Unies. C'est notamment ce qu'avait fait Israël durant la guerre des 12 jours. C'est un texte qui est passé quand même relativement sous les radars, c'est-à-dire que lorsque nous nous trouvions au sein de la guerre des 12 jours, un document a été transmis par Israël au Conseil de sécurité des Nations Unies pour expliquer les fondements juridiques de cette guerre, notamment en expliquant, et c'est très important de le rappeler, que c'était une décision de la Cour internationale de justice, lorsqu'un État a un niveau suffisant d'implication dans des groupes armés non étatiques et qui attaquent un autre pays, cet État a l'autorisation, conformément à la Charte des Nations Unies, de se défendre sur le territoire de cet État. Donc c'est-à-dire que ce que peut faire Israël, c'est ce qu'elle a déjà fait, c'est essayer d'expliquer pourquoi elle fait ça et sur quel fondement. Un dernier mot peut-être, Emmanuel, un mot de conclusion sur ce 2 poids 2 mesures à l'ONU, rapidement. Il nous reste 30 secondes.
le deux poids, deux mesures de l'ONU représente le deux poids, deux mesures de la société. Vous voyez bien que dans les médias, quand on parle d'Israël, on en parle en abondance. Quand on ne parle pas d'Israël, les victimes ne sont pas considérées. Bien, c'est beaucoup plus profond. L'ONU n'est qu'un symptôme de notre monde. Et on ne le changera pas. On peut l'améliorer, certainement, améliorer son fonctionnement. Mais ça ne change rien au problème de fond. Le problème de fond est beaucoup. Bon, on ne va pas rentrer aujourd'hui là-dedans. On aura l'occasion de le faire. Mais évidemment, c'est une autre chose, c'est une autre approche. C'est beaucoup plus profond et ça tient à des causes autrement inquiétantes. Merci beaucoup à tous les deux, Sarah Sialom, avocate, et Emmanuel Altit, avocat intervenant à la Cour pénale internationale. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Regard croisé. Place tout de suite au clin d'œil de la semaine. Premier clin d'œil ce soir aux athlètes olympiques israéliens. 9 personnes sont en compétition. Parmi eux, Maria Seniuk, la porte-drapeau, Barnabas Cholos, Jared Firestone en ski ou encore Adam Edelman en bobsleigh. Sans réelle surprise, les Israéliens ont été hués lors de la cérémonie d'ouverture. L'équipe israélienne de bobsleigh a même été victime d'un cambriolage dans ses appartements. Des passeports ont été volés, certains objets de valeur également. Sur les réseaux sociaux, Adam Edelman a salué les Israéliens pour leur soutien et a affirmé qu'il continuerait à représenter fièrement les couleurs israéliennes, que son équipe et lui étaient des vainqueurs avec l'espoir d'avancer, de réaliser leurs rêves. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Comment va l'équipe ? Comment se préparent les derniers entraînements ? Eh bien, nous avons posé la question à David Graves, président de la Fédération israélienne de bobsleigh. Regardez sa réponse, il est à Cortina, en Italie. Alors nous sommes au village olympique depuis quelques jours maintenant et c'est vraiment quelque chose de remarquable. Nous nous sentons très bien. Nous voyons beaucoup d'amis et de collègues du circuit contre lesquels nous concourons toute l'année. Et dans l'environnement olympique, c'est tout simplement un sentiment différent. C'est excitant d'être ici. On a fait quelques descentes d'entraînement. L'entraînement se passe bien et nous sommes très impatients d'être à la semaine prochaine quand nous aurons l'occasion de concourir. Nous nous sentons vraiment bien par rapport à cela. Concernant le cambriolage, vous savez, il y a une chose que tout le monde ici a en commun, en tant qu'Olympien, en tant que compétiteur et dans la vie aussi. Pour réussir, il faut porter des œillères. Il faut mettre de côté tout ce qui se passe autour de soi. Ça sonne un peu cliché, mais la réalité est que nous ne pensons pas à ça. Nous gérons la situation, nous la prenons avec recul. C'est évidemment un choc bouleversant et décevant d'apprendre que notre appartement a été cambriolé et que nous avions perdu du matériel important et des objets de valeur qui font partie de notre routine. Mais à la fin de la journée, vous savez, comme dans la prière « Hineni », me voici, eh bien, nous voici. Et rien ne va nous détourner de notre objectif, qui est de concourir au plus haut niveau. Donc, toute chose mise à part, le sentiment général pour nous est que nous sommes vraiment ravis d'être ici. Nous prenons les obstacles qui se présentent devant nous et soit nous sautons par-dessus, soit nous les contournons. Parce que nous avons un objectif sur lequel nous travaillons depuis des années et rien ne nous arrêtera. Je vais m'arrêter là pour l'instant depuis le village olympique. J'ai hâte de concourir pour Israël. Notre équipe est très enthousiaste. Message. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas ou qu'un regard pour rester dans le thème de cette émission. Déborah Benayoun est avec nous. Bonsoir Déborah. On a décidé ensemble de rendre hommage à un monument de la chanson israélienne, un monument que tout le monde connaît ici en Israël. Oui, on peut même dire l'un des fondateurs de la musique israélienne moderne. Il a multiplié les casquettes, compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste et bien sûr interprète de centaines de chansons. Son influence est impressionnante. D'ailleurs, on a essayé de savoir, parce qu'on a demandé à la rédaction quelle est la chanson que vous préférez de Mathieu
Mati Caspi, eh bien, il y a eu des réponses très différentes d'une personne à une autre, ce qui prouve bien l'influence, le style extrêmement vaste de cet artiste multicasquette, si l'on peut dire. On va donner quelques exemples. Hine Hine, Britolam, Loyada Tishetel Chimimeni, Makom la Deaga. Au cours de ses 6 décennies de carrière, il a sorti des dizaines d'albums. Il en a aussi beaucoup écrit pour d'autres artistes. Bref, les mélodies et les harmonies de ses chansons sont tout simplement rentrées dans le cœur des Israéliens. Et le succès du chanteur a commencé dès le service militaire. Eh bien oui, il a fait son service militaire au sein du commandement Sud et c'est là qu'il forme son premier groupe musical et qu'il sort son premier grand succès. Sa carrière professionnelle débute quelques jours après sa démobilisation et il a collaboré avec d'autres très grands artistes comme Leonard Cohen. Il y a notamment une photo que vous allez voir, un moment collector qui date de 1973 au moment de la guerre de Kippour. Mati Caspi l'a accompagné à la guitare et il s'est produit devant les troupes à travers la péninsule du Sinaï. Il se souvient donc avoir joué avec Leonard Cohen à côté d'une piste d'atterrissage du Sinaï. Il y a eu d'autres photos qui ont été publiées en sa mémoire également par le ministère de la Défense, une sélection de photos de ses interventions auprès des soldats. Il a donc évidemment laissé un héritage immense qui continuera d'accompagner des générations entières. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le président israélien Yitzhak Herzog dans son hommage. Alors évidemment, impossible de ne pas terminer sans un petit extrait musical. C'était en 2018, Benjamin Petrover qui recevait donc Mati Caspi dans son émission et il a eu droit à un petit concert privé. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Merci Déborah Benayoun. C'est à la fin de cet épisode de Regard Croisé. La semaine prochaine, son hôte habituel vous retrouvera, Myriam Aman. Merci à l'équipe 100% féminine qui m'a accueilli, Sarah Seban, Chanel Depaz et Déborah Benayoun. Bonne soirée à tous.